liste électorale est en cours, elle est censée se terminer au 30 juin, c'est ce qui est prévu. Et pourtant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu d'engouement. L'objectif de la commission électorale indépendante, c'était 3 millions de nouveaux inscrits. On est pour l'instant très loin du compte. C'est quoi? C'est une défiance, une désaffection vis-à-vis du politique, des politiques? Non, ce n'est pas cela. Vous savez, bon, les calculs, il faut se méfier des calculs. Nous avions à peu près 5,5 millions d'électeurs. Nous avons une population maintenant avec le recensement démographique de 2014. Nous avons 23 millions d'habitants, dont 5,5 millions de non-ivoiriens. Donc nous avons, je fais tous ces calculs pour qu'on me comprenne bien, nous avons 17,5 millions d'Ivoiriens. Alors 17,5 millions d'Ivoiriens, normalement le code électoral se situe entre 40 et 50% de la population ivoirienne. Alors en prenant 50%, effectivement, on arrive à 8,5 millions, mais il n'est pas dit que toutes ces personnes vont s'enrôler. Alors, bon, maintenant, c'était ce calcul automatique, je pense, qui a fait dire à certains que nous passerons de 5,5 millions à 8,5 millions, mais moi, je ne le pense pas personnellement. Mais là, il y a vraiment très peu de monde dans les centres. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Vous avez parfaitement raison. Les premiers chiffres ne sont pas du tout encourageants. Nous en avons discuté mercredi en Conseil des ministres. Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, de faire en sorte que la question soit donc accélérée. Les problèmes de certificat de nationalité ont été réglés quelquefois dans certaines localités, mais il n'y a qu'un seul juge pour les traiter, qui ne peut traiter que peut-être 2000 certificats de nationalité par semaine. Alors, s'il en a 15 000, alors évidemment, il est clair qu'en un mois, ils ne pourront pas le faire. Donc, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Nous devons redéployer beaucoup plus de magistrats. Nous devons donner plus de moyens à la justice. Nous devons demander au préfet également d'appeler des personnes qui ont des cartes grises, entre guillemets, qui ont été validées, de se présenter pour retirer leur carte d'identité. Donc, il y a toute une série de mesures prises et j'espère que cela nous permettra au 30 juin, d'avoir le maximum d'électeurs. J'en appelle vraiment à nos concitoyens d'aller s'enrôler, d'aller retirer leur carte d'électeur, parce que c'est tellement important de voter. C'est l'image d'un pays moderne, d'un pays démocratique. Il faut que nous ne devons pas encore rendre le vote obligatoire, mais nous devons aller vers cela. Nous devons considérer à titre personnel, c'est une obligation de voter. On ne doit pas laisser son choix à quelqu'un d'autre. Si on ne vote pas, c'est parce qu'on laisse son choix à quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas normal. Nous sommes en train de faire des choses. Moi, je veux, par ces élections, que les Ivoiriens démontrent que nous sommes sur la bonne voie. Et donc, c'est important. Pas seulement pour moi, mais pour le pays, que nous puissions nous enrôler, que nous puissions voter massivement en octobre 2015. Monsieur le Président, le 30 juin, c'est dans 5 jours. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas carrément proroger le délai pour que... écoutez, cela ne dépend pas de moi. Ça, je ne sais pas si c'est que la commission électorale doit faire. Personnellement, vous pour... Ah non, mais vous savez, c'est trop facile. Non, si je donne une opinion, ça peut influencer la commission électorale. La commission électorale, elle est indépendante. Elle doit regarder ce qui sera fait peut-être le 29 juin, et puis prendre une décision, la décision qui lui convient, ou elle arrête, ou si elle décide de proroger, évidemment, ce sera sa décision. Je ne veux pas qu'on m'accuse d'interférer avec... Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'opposition, justement. La branche dissidente du FPI a des manifestations qui ont été, j'allais dire, réprimées. 3 des leaders sont emprisonnés. Est-ce que vous pensez que ça va vers le sens d'élections apaisées? Oui, mais... Valérie, il ne faut pas confondre les choses. Les manifestations doivent être autorisées. Les marches éclatées, ça ne veut rien dire. Parce que quand on veut faire une manifestation, on va voir le maire ou le préfet, on donne l'itinéraire, on suit l'itinéraire, on se fait encadrer. La Côte d'Ivoire est un pays où je tiens à ce que l'ordre soit respecté, que la loi soit respectée. On ne peut pas se lever un beau jour et dire « je vais faire une marche éclatée ». Je ne l'accepterai pas. Maintenant, toutes les manifestations autorisées se feront. Donc, ce dont vous parlez, où il y a eu un mort, c'était cette fameuse marche éclatée. Ce n'est pas... Et je rappelle à ceux qui font ces marches éclatées, les gens l'oublient. Je pense que c'était en novembre 2004, quand le RDR et le PDCI ont voulu même faire des marches
les personnes ont été tuées dans leur domicile, n'ont même pas eu le temps de sortir de leur domicile pour aller au lieu de la marche. Mais ce que moi je demande aux uns aux autres, c'est qu'on respecte la loi. Ceux qui veulent faire des marches, ceux qui veulent faire des manifestations, que les demandes soient faites, que la police les encadre et que tout ça se fasse comme dans tout pays civilisé pour que la manifestation soit démocratique. À partir de là, nous n'avons aucun problème. Alors, ces personnes qui sont en détention provisoire, ils attendent le jugement. Je n'ai pas d'avis à donner. Ils sont responsables de ce mort. Ils sont responsables. Pourquoi ils appellent à des marches éclatées? Où est-ce qu'il se passe que nous sommes? C'est terminé cette époque. Je n'accepte pas la violence. Les Ivoiriens en ont assez de la violence. La violence a été terrible pour ce pays. Avant la crise, pendant la crise post-électorale, il faut arrêter. Nous devons rentrer maintenant dans le tunnel d'un pays apaisé, d'un pays moderne, d'un pays où on respecte les lois et où on est protégé par les lois. Il y a eu aussi des réunions publiques, même des conférences de presse qui n'ont pas pu se tenir, des conférences de presse de cette branche dissidente du Front populaire ivoirien. Vous parlez beaucoup de réconciliation, est-ce qu'on ne peut pas penser, je vous pose la question de Valérie. Je ne suis pas au courant de marches qui ont été empêchées ou de conférences de presse qui ont été empêchées, ça je ne suis pas informé. Pourtant il y en a eu. Si c'est le cas, ce n'est pas normal. Ah non, si c'est le cas, ce n'est pas normal. Si les gens veulent tenir une conférence de presse, ils doivent pouvoir tenir la conférence de presse. Je ne suis pas informé de cela. Maintenant, les problèmes entre les différentes branches de tel ou tel parti concernent le parti et non pas le président de la République. Non, je ne veux pas m'ériger en président de tous les partis. Non, ce n'est pas. Je n'ai même pas le droit, selon la constitution actuelle, d'être le président d'un parti. Ce qui est anormal d'ailleurs. Il faut qu'on change notre constitution sur cette question. Mais cela étant, les problèmes au sein du FPI, regarde le FPI, moi je ne veux pas être mêlé à cela. Il y a eu des problèmes avec les décisions de justice, mais les décisions de justice également doivent être respectées. C'est tout ce que je dis. Monsieur Simone Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui. C'est un verdict qui a été très critiqué, notamment par des ONG internationales, mais en même temps, ça ne satisfait pas les pro-Gbagbo qui estiment que c'est une décision politique. Ça ne satisfait pas les victimes qui estiment qu'elles n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Oui. Est-ce que vous pensez que ça donne raison à la CPI qui estime que Simone Gbagbo ne peut pas être jugée en Côte d'Ivoire parce que la justice ivoirienne n'en a pas la capacité? Oui, mais vous savez, je suis un peu surpris de ce raisonnement parce que Laurent Gbagbo est à La Haye depuis novembre 2011. Le jugement n'a pas commencé. Alors pourquoi on fait un problème du fait que le jugement de Simone Gbagbo prend du temps? Au moins, nous avons commencé le procès. Elle a été entendue, elle a été interrogée par des juges, etc. Et les choses se passent normalement. Ce que je veux qu'on comprenne bien, il n'est pas question pour moi de remettre en cause notre coopération avec la Cour pénale internationale. Si Laurent Gbagbo et Blé Goudé se trouvent à La Haye, c'est tout simplement parce que notre justice n'était pas en mesure de les juger à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons aménagé notre code pénal. Il n'y avait pas de notion de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Maintenant, c'est chose faite. L'Assemblée l'autorise. Quand nous sommes sortis de la crise post-électorale, vous étiez là, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas de juges, il n'y avait pas d'huissier de justice, il n'y avait quasiment pas de justice. Et donc, ces deux Ivoiriens se retrouvent à La Haye de ce fait. Mais en réalité, si la justice d'alors, comme à l'essai, était celle d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne serait pas à La Haye, Blé Goudé ne serait pas à La Haye. On les aurait jugés ici. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et elle sera jugée en Côte d'Ivoire tout en respectant tous les engagements de coopération que nous avons avec la CPI. Monsieur le Président, vous dites qu'on peut le faire et pourtant la CPI continue d'exiger que Mme Gbagbo lui soit remise. Oui, mais c'est son droit, mais elle peut toujours exiger. Mais moi, j'ai dit qu'elle peut être jugée ici. Et je suis un pays souverain et on ne va pas venir me dire que ma justice est incapable, alors que je la vois, qu'elle fait des progrès et que maintenant elle répond aux normes internationales et que nous avons un code pénal qui est totalement donc conforme à tout ce que nous voulons pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Mais
Après le procès de Simone Gbagbo et de ses co-accusés, ces organisations des droits de l'homme et de nombreux observateurs ont critiqué, on dit qu'il y avait un dossier d'instruction qui était quand même mal ficelé, qu'il y avait un manque de preuves et que du coup c'était d'une certaine façon un mauvais procès. Ce sont des reproches que vous entendez ou que vous balayez? Ah oui, non, j'ai bien entendu. Comme je vois qu'en France il y a des procès et certains disent que c'est pas juste, c'est pas équilibré. Je vois des procès avec le jeune qui a tué des gens à Boston. Il est condamné à mort. Certains disent qu'il aurait... C'est normal, ça, les commentaires des organisations des droits de l'homme, c'est leur travail. Hein, chacun. Moi, j'ai une justice qui fait son travail. Je la laisse faire son travail. Je n'interfère pas. Elle travaille bien? Non, je ne dis pas qu'elle travaille bien. Il y a eu des progrès et nous devons continuer d'aller de l'avant. Et nous leur donnons les moyens. D'ailleurs, quand nous avons demandé à Mme Christine Taubira de venir, c'était précisément pour que nous puissions bénéficier de l'assistance technique, de l'assistance juridique de la France. Parce que je tiens à avoir une justice qui soit considérée comme une justice exemplaire et moderne. Mais avec ceux dont j'ai hérité, vous savez, ça prend du temps. Et ce dont j'ai hérité a été construit pendant 10 ans. Alors ne me demandez pas de régler en 2 ans ce qui a été mal ficelé en 10 ans. C'est ça le fond du problème. Parce que nous sommes de bons élèves, on me dit non, mais vous avez 18 sur 20, c'est pas assez, vous devez avoir 20 sur 20. Écoutez, moi j'avance, je veux accélérer, je veux que notre justice soit une justice équitable, plus équitable, reconnue comme équitable, et je veux que les juges soient tout à fait à l'aise pour juger les dossiers qui sont en leur possession. Monsieur le Président, certains journalistes dénoncent une justice partiale, voire une certaine impunité, faisant allusion à des éléments des forces républicaines qui ne sont pas devant la justice. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Laurent Gbagbo est à la haie, son procès n'a pas commencé. Nous avons mis en place une commission nationale d'enquête qui a produit un rapport. Et les travaux sont en cours, hein. Les exhumations ont eu lieu à Abidjan, maintenant les exhumations se font dans l'Ouest, et après ça, toutes les personnes concernées seront jugées. Nul ne sera épargné de passer devant le juge. Hein. Je pense que je ne vais pas me répéter 10 000 fois, mais il ne faut pas qu'on me dise que ça doit être à telle date. Je ne suis pas d'accord avec cela. Cela voudrait dire que je dois interférer avec la justice. Je donne les moyens à la justice pour que nous puissions régler tous ces problèmes préalable avant que les dossiers n'arrivent devant le juge. Mais tous ceux qui ont eu à commettre des crimes graves pendant la crise post-électorale passeront devant le juge sans aucune exception. Monsieur le Président, les partisans de M. Laurent Gbagbo disent qu'il n'y aura pas de réconciliation tant qu'il sera détenu à La Haye. Oui. Le pensez-vous aussi? Vous savez, je ne sais pas en quoi ça... Qu'est-ce que ça a à voir avec la réconciliation? Parce qu'une personne, même si c'est un ancien président de la République, n'est pas là, écoutez, c'est parce que s'il n'est pas là, c'est parce qu'il a commis des faits et des choses qui lui sont reprochées, qui expliquent pourquoi il se trouve à La Haye. Maintenant, vous savez, la réconciliation, il faut qu'on s'entende bien. Qu'est-ce que ça veut dire être réconcilié? Être réconcilié, c'est d'abord, pour moi, c'est avoir un pays en paix. C'est avoir un pays où les populations vivent ensemble, en parfaite harmonie. C'est avoir un pays où les égalités de chances sont les mêmes. Et je peux vous dire que c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas un quartier de telle ethnie ici ou de telle ethnie là. Dans tous les quartiers d'Abidjan, toutes les ethnies sont ensemble. Est-ce qu'on peut être mieux réconcilié que ça? Si vous allez à Korogo, vous trouverez des gens de toutes les ethnies. Vous allez à Gagnoa, vous trouverez des gens de toutes les ethnies, et ainsi de suite. Alors, fondamentalement, il ne faut pas dévoyer la notion de réconciliation. Il ne faut pas lier la réconciliation à une personne ou à un événement. Ce qui s'est passé a été très grave, la crise post-électorale. Ça a été très grave. Des personnes ont été tuées, plus de 3000 personnes. On ne peut pas les passer en perte et profit. Il faut que les personnes soient jugées ici ou ailleurs. Et d'ailleurs, si on ne les juge pas, on voit ailleurs, les tribunaux internationaux peuvent les attraper un jour. Tout le monde sera jugé ici. Alors, pour ceux qui nous restent à juger, et il n'y aura pas du tout d'interférence du pouvoir politique par rapport au travail de la justice. Mais
lier cela à la réconciliation est un faux débat. En tout cas, moi, je n'accepte pas ce débat. Je pense que la Côte d'Ivoire a fait du chemin. Je vais laisser à mes successeurs un pays en paix. Mais vous savez, il y a un élément dans tout ce que j'ai lu sur la réconciliation, un élément qui est clé à la réconciliation, c'est le bien-être des populations. C'est ce que nous sommes en train de réaliser, des taux de croissance de 8 à 9%, réduction de la pauvreté, construction d'écoles, de l'environnement, le bien-être. Une fois que nous aurons réussi cela, les tensions vont baisser, parce que tout ça, c'est une question de tension entre les communautés, entre les personnes. Maintenant qu'au niveau de la classe politique, les gens se disputent, ne soient pas d'accord sur telle ou telle chose, ça c'est le jeu démocratique et moi je m'en félicite, mais ça n'a rien à voir avec la réconciliation. Et j'ai quand même fait tout ce qu'il fallait en matière de réconciliation. J'ai mis en place une commission dialogue, vérité, réconciliation qui a fait son travail. Et le travail n'était pas terminé. J'ai mis en place une commission, la CONARIV, la Commission nationale donc, de réconciliation et de l'indemnisation des victimes, qui continue ce travail. Nous allons passer bientôt à la phase de la liste définitive de toutes les victimes. Et ensuite, maintenant, de l'indemnisation des victimes. Parce qu'il ne faut pas penser seulement aux bourreaux, il faut penser aussi aux victimes. Alors, on a le sentiment que nous devons adouber les bourreaux pour qu'il y ait la réconciliation. Je ne suis pas de cet avis. Je suis le président de tous les Ivoiriens, qu'ils soient bourreaux comme qu'ils soient victimes. Et je ferai en sorte que la justice soit égale pour tous. On ne peut pas, Monsieur le Président, imaginer une réconciliation sans réparation, sans situer certaines responsabilités. Ah si, mais c'est ce que la justice va faire. Oui. C'est ce que je dis, la justice nous permettra de savoir qui a fait quoi, aussi bien à La Haye qu'en Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens semblent dire qu'il faut peut-être ne pas faire allusion à tout ça et aller à, tout pardonner et aller à la réconciliation. Voilà, c'est ça notre mentalité, il faut que ça change. Cette mentalité du pardon et de l'impunité, c'est peut-être vrai dans notre culture, pour certains, mais il faut que, nous voulons un pays moderne ou pas? Un pays moderne doit être un pays qui assume tous les éléments de la modernité, c'est-à-dire avoir une justice qui est indépendante, qui est équitable et qui est la même pour tous. Maintenant, après que la justice ait fait son travail, le chef de l'État peut prendre des décisions exceptionnelles, de grâce, d'amnistie, mais ça ne peut venir qu'après. Moi, je veux savoir qui a fait quoi. Et vous avez toujours, ça fait évidemment plusieurs années que vous dites qu'il n'y aura pas d'impunité, que dans les deux camps, tout le monde, tous ceux qui ont commis des crimes seront poursuivis, mais pour l'instant, il n'y a que des pro-Gbagbo qui ont été jugés et condamnés. Anna, c'est ce que je vous dis. Ces cas étaient des cas de flagrant délit, des cas évidents. Les autres cas ne peuvent être pris que par rapport au rapport de la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale d'enquête ayant fait son rapport, ça demande un certain nombre de procédures et de préalables, notamment les exhumations, etc. Mais c'est ce qui est en cours. Et je pense que la justice est en train d'entendre certaines personnes des deux camps. Il n'y a aucun problème. Mais ne venez pas me dire que je dois le régler avant le 30 juin ou avant le 30 septembre ou avant je ne sais pas quelle date. D'autant que la CPI n'a même pas commencé le procès de Laurent Gbagbo, ni de Blé Goudé. Ça fait 4 ans. Vous voulez que je sois plus rapide que la CPI? Donc ça veut dire que la cellule nationale d'enquête continuera ses travaux malgré les rumeurs qui disent qu'elle pourrait devoir finir ses travaux d'ici le 30 juin. Ah non, la cellule spéciale d'enquête, elle continuera. Non, mais il n'est pas question. J'ai vu ça d'ailleurs, je crois, sur une... J'ai dit au ministre de la Justice d'appeler la chaîne de télévision pour dire que ce n'est pas vrai. Il n'en est pas. Vous savez, il faut qu'on comprenne que moi, je suis très engagé à construire l'état de droit en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on en finisse avec l'impunité. C'est très bien la culture du pardon en famille, mais nous devons, si c'est un État, l'état de droit exige que les gens passent devant le juge. Quitte à ce que par la suite, le pardon vienne avec la grâce ou l'amnistie par l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas question d'arrêter quoi que ce soit. Les choses doivent aller jusqu'au bout et ça doit prendre le temps que ça prendra. Monsieur le Président, de vos chantiers était la réforme de l'armée. Oui. Aujourd'hui, avons-nous une armée ou bien avons-nous toujours des armées qui... Ah non, nous avons une armée maintenant et elle fonctionne bien. Vous savez, je pense que la prise en est faite. Hein.
avec l'indice de sécurité que vous voyez, qui est quand même remarquable, donc au même niveau que toutes les grandes capitales. Nous avons tout de même réussi à lever tous ces barrages. Vous savez, quand c'est bien, les gens n'en parlent plus. Alors, mais heureusement, moi, il y a des chauffeurs de taxi qui m'écrivent, qui me disent « Ah, mais vraiment, grâce à vous, Président, on peut gagner 20 000 francs de plus sur nos recettes parce qu'on n'est pas donc arrêté par les policiers ou par tel ou tel. » Donc la police, la gendarmerie, les FRC font leur travail. L'élément difficile, c'était la question des ex-combattants. Ces jeunes gens qui ont vraiment se sont battus, qui ont donné leur poitrine pour libérer surtout la ville d'Abidjan. Mais on est en train de trouver des formules pour que ces jeunes gens puissent être pris en compte. Et surtout, il faut leur préparer un avenir. Ce n'est pas normal qu'ils soient tous dans des camps comme s'ils étaient des militaires, alors qu'ils ne sont pas des militaires, ils n'ont pas été formés pour ça. Ce que nous avons fait, c'est de les sortir de ces lieux, la BAE, Yopougon, la cité universitaire, tout ça, et pour qu'ils puissent être formés, des camps de resocialisation. Et puis après, moi, je ferai en sorte de trouver les ressources nécessaires pour leur formation et pour qu'on leur trouve un emploi. Justement, en parlant de sécurité, c'est vrai que la sécurité s'est améliorée, mais encore beaucoup d'hommes armés dans certaines régions. Je pense par exemple à l'ouest. Il y a encore beaucoup de circulation d'armes. Ça ne vous inquiète pas? Si, mais c'est là que nous travaillons. Désarmer les ex-combattants, déjà, ça permet de retirer des armes. Et ensuite, maintenant, au 30 juin, quand j'aurai signé le décret que la DDR est terminée, toutes les personnes que nous verrons avec des armes et qui n'ont pas le droit de les porter, mais écoutez, seront traduits devant la justice. D'abord, seront désarmés par la force. Et deuxièmement, traduits devant la justice. Après le 30 juin, c'est terminé. Et c'est pour cela que j'encourage à nouveau, même s'il nous reste que quelques jours, les ex-combattants à venir dans le processus, à donner les armes qui sont en leur possession, de sorte que nous puissions débarrasser le pays de ces armes. Deuxièmement, les former eux-mêmes. Et nous allons même, après le 30 juin, à compter du 1er juin, je signerai un décret pour mettre en place une structure légère pour continuer de récolter les armes et puis voir ce que nous pouvons faire pour... nous avions quand même près de 65 000. Bon, les chiffres ont varié, vous savez, à un moment donné, j'ai vu dans la presse que nous avons manipulé les chiffres, c'est mal nous connaître. Nous n'avons pas, nous sommes totalement transparents. C'était dans l'AFP d'ailleurs. Je leur demande d'aller à la DDR, on peut leur donner les fichiers. On a commencé avec des chiffres, on nous disait 100 000. Vous savez, beaucoup de jeunes se disaient ex-combattants ou ayant fait ceci, cela. Mais quand on a établi le fichier de manière rigoureuse, nous sommes arrivés par palier à 65 000. Et sur les 65 000, il y a 56 000 à peu près qui ont été donc démobilisés. Il nous reste à peu près 9 000. Et nous continuons de travailler sur ces 9 000 cas. Nous voulons que ces jeunes gens aient un avenir. Et ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont un fusil, avoir un avenir. Ça veut dire qu'ils deviennent des brigands. Et être un brigand, ce n'est pas avoir un avenir. Moi, je suis soucieux de régler les problèmes de ces jeunes gens. Et c'est ce qui apportera la paix définitive en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vu la situation sous-régionale, y a-t-il des menaces terroristes sur la Côte d'Ivoire? Oui, je dirais qu'il y a des menaces terroristes partout dans le monde. Et notamment en Afrique de l'Ouest, avec la situation de Boko Haram, au Nigeria. Mais la Côte d'Ivoire est bien organisée pour cela. Nous sommes très vigilants. Nous avons quand même beaucoup investi dans les moyens de surveillance sophistiqués. Nous ferons en sorte que les Ivoiriens continuent dans la paix. Mais nous serons très fermes par rapport à tous les extrémistes, de tous bords d'ailleurs. Nous considérons que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays d'ouverture, un pays de dialogue, un pays de tolérance. Nous ne voulons pas des extrémistes ici. Donc nous ferons en sorte d'expulser des extrémistes si on la prend ici. Nous leur interdirons l'entrée sur le territoire national et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que les Ivoiriens continuent de vivre en paix. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas eu de menaces terroristes directes sur la Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas eu d'expulsion. Il n'y a pas eu un peu d'expulsion
On a lu qu'il y a eu des gens qui ont été... Non, vous savez, il y a beaucoup de choses que je lis dans la presse que moi-même j'apprends. Non, quand nous pouvons surveiller des gens et considérer que, bon, ben, si on a des éléments qui ne sont pas très bons par rapport à ces personnes, de l'aéroport, nous disons, vous retournez chez vous. Ça, nous le faisons, c'est vrai. Nous sommes très vigilants, nous ne voulons pas que n'importe qui entre en Côte d'Ivoire. Monsieur, on a parlé de l'achat d'un satellite par la Côte d'Ivoire. Est-ce pour des raisons de sécurité aussi? Non, je ne vais pas vous donner tous les secrets d'État. En tout cas, vous pouvez dire que votre pays a mis les moyens pour que les Ivoiriens soient protégés au mieux que nous pouvons le faire, même si nous sommes en croissance dans ce domaine. Mais la preuve, c'est que nous avons une bonne collaboration avec les pays amis, hein, que ce soit la France, les États-Unis, le Maroc et d'autres. Les choses se passent bien. Les choses se passent bien, mais je ne voudrais pas trop parler de ces questions de sécurité internationale. À propos du pays ami, nous avons un litige avec notre voisin et ami, le Ghana. Oui. Pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux de ce litige-là? Non, vous savez, bon, c'est le problème de la frontière maritime à cause des puits pétroliers, mais le Ghana est un pays ami, un pays frère, un pays voisin. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les hommes politiques ghanéens sont des amis à moi, de Rawlings jusqu'à maintenant John Mahama. Et il ne peut pas y avoir de problème majeur. D'ailleurs, nous sommes en discussion pour voir si nous pouvons trouver un compromis qui avantage les deux peuples. Ce que j'ai indiqué à mon jeune frère Mahama, c'est que ces frontières sont artificielles. Si j'avais 50 ans, mon rêve serait que peut-être dans 20 ans, il y ait le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, tout ça fasse un seul ensemble. Donc avoir un problème sur une frontière maritime à cause du pétrole, pour moi, et la Côte d'Ivoire est en train de faire une croissance extraordinaire sans le pétrole. Nous avons 8-9% de croissance, mieux que la Chine, en faisant de l'agriculture, de l'industrie des mines. Donc le pétrole, c'est très bien. Ça nous permettra peut-être de passer à 12-13% de croissance. Mais la bonne entente entre les Ghanéens et les Ivoiriens est essentielle. Et c'est ce à quoi nous travaillons, le président Mahama et moi-même. Monsieur le Président, l'un de vos compatriotes, le chanteur reggae Tiken Jah, a été tout simplement refoulé. Il était en RDC. Avez-vous été informé de cette situation? Oui, nous avons pris contact avec Tiken Jah et aussi avec les autorités congolaises pour en savoir plus. Donc, et quelle est la position de la Côte d'Ivoire? Mais les ministres me feront un point là-dessus. On va boycotter les Tobolo, par exemple? Non, mais vous savez, la Côte d'Ivoire doit protéger tous ses concitoyens partout où ils sont. Et nous devons aussi avoir, bien sûr, à cœur de renforcer, de maintenir les bonnes relations avec les autres pays. Il faut savoir ce qui s'est passé d'abord. Tout à fait. Nous soyons informés et par Tiken Jah et par les autorités congolaises avant d'avoir une position. D'accord. Encore un mot de politique internationale, Monsieur le Président. Oui. Vous avez accueilli Blaise Compaoré après sa fuite. Il me semble qu'il se trouve toujours sur le sol ivoirien. Oui. Quelles sont, dans ce contexte-là, vos relations avec le nouveau pouvoir, le pouvoir de transition à Ouagadougou? Non, très bien. D'abord, je vous corrige, ce n'est pas après la fuite. Hein, il n'a pas fui, Blaise Compaoré. C'était tout de même contre son gré, il me semble. Il a démissionné et il a décidé de quitter son pays. Et je crois que c'est un acte courageux pour éviter les affrontements. Néanmoins, les conditions étaient difficiles pour lui. Oui, c'est important de le préciser parce que j'entends effectivement les radios internationales disaient la fuite de Blaise Compaoré. Ce n'est pas juste, il n'a pas fui. Et nous avons été en contact, lui et moi, ce matin où il devait quitter Ouagadougou, comme avec d'autres grands pays que je ne nommerai pas. Et c'est un acte courageux, parce que s'il était resté en place, vous savez, il y aurait eu des affrontements, il y aurait eu un bain de sang, et ce n'est pas ce que nous recherchons. Le Burkina est tellement proche de la Côte d'Ivoire que nous voulons la paix au Burkina. Donc il est en Côte d'Ivoire, et ceci est une bonne chose pour le Burkina, qu'il soit ici. Alors ceci étant, maintenant, notre souhait, c'est que le gouvernement de transition fasse des élections dans les délais qui ont été fixés par tout le monde, et va commencer par eux-mêmes, et que les choses se passent de manière apaisée. Et j'ai rencontré le Premier ministre du Burkina, le Premier ministre Zida, à Johannesburg. Il viendra en visite officielle en Côte d'Ivoire
du 5 au 7, une visite de travail. Juillet 5 ou 7 juillet. Donc, une visite de travail auprès du Premier ministre Duncan. Et moi-même, je recevrai le président Kafando avant la fin du mois de juillet. Donc, les relations sont bonnes, elles sont normales et nous suivons de très près ce qui se passe. Vous savez, il y a tout de même quand même 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe au Burkina. Et je crois que c'est dans l'intérêt des deux pays que les choses se passent bien au Burkina. Monsieur le Président, cette interview tire à sa fin. Je voulais vous demander des réponses tout à fait directes. Oui. Est-ce que vous avez l'impression... Est-ce à dire que mes réponses n'ont pas été Non, directes, encore un peu plus direct, Monsieur le Président. Dans votre volonté d'atteindre l'émergence, est-ce que vous avez l'impression que les Ivoiriens, vos compatriotes, vous suivent? Est-ce qu'ils vous comprennent? Oui, je pense que de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce que nous recevons comme information, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Mes concitoyens savent que je prends des décisions difficiles et que c'est dans l'intérêt, toujours dans l'intérêt des Ivoiriens et de notre pays et que nous continuerons dans cette voie. Je souhaite que cela soit le cas. Je souhaite que cela soit le cas. Vous savez, être président de la République, c'est un immense honneur. Hein. Il ne faut pas décevoir ses concitoyens. Et si j'ai voulu être président, c'est parce que j'estimais que je pouvais apporter quelque chose à mon pays. Et je fais tout au quotidien pour mériter la confiance des Ivoiriens. Si vous êtes réélu, quelles seront vos premières priorités? Mais c'est continuer ce que nous sommes en train. Vous savez, si j'avais pensé que j'ai terminé le travail qui m'a été confié par mes concitoyens, peut-être que je n'aurais pas demandé un deuxième mandat. Mais j'ai trouvé le pays dans un tel état. Et il y a un travail important à faire. Nous avons fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Et c'est pour cela que je suis engagé à continuer. Et ce que je voudrais pour mon deuxième mandat, c'est accélérer ce que nous sommes en train de faire, maintenant que nous avons les bases. Parce que vous voyez, nous avons pris un pays totalement en ruine, dans tous les domaines. Nous avons commencé à reconstruire. Maintenant, nous avons, Valérie, nous avons des ponts, vous voyez, nous avons des routes, nous avons des écoles, nous avons la bonne gouvernance, Anna, voilà, nous avons tout ça. Maintenant, il faut accélérer, il faut aller plus vite. Ce que je dis au gouvernement, d'ailleurs, ils me disent qu'ils sont épuisés. Je dis non, mais il ne faut pas être fatigué. Il faut continuer parce que moi, je veux aller plus vite, plus loin. Je veux que la Côte d'Ivoire soit un modèle. Je veux que les Ivoiriens, cette fierté qui est naissante, que je vois partout où je vais maintenant, que dans 2-3 ans, les Ivoiriens disent « Ah oui, vraiment, nous ne sommes pas les meilleurs seulement en football, mais nous sommes les meilleurs un peu partout. Nous sommes les meilleurs et nous voulons rester en tête de liste. » C'est ce que je souhaite pour mon pays. Monsieur le Président, si vous n'êtes pas réélu, que ferez-vous pendant les 5 prochaines années? Mais vous savez, j'ai tellement de choses à faire que j'avais un institut conseil que j'ai, bien sûr, j'ai liquidé pour ne pas avoir de conflit d'intérêts. Je peux recommencer à donner des conseils ici et là. Je peux enseigner, y compris à l'université d'Abidjan. Je peux faire des conférences, je peux écrire des livres, et puis d'ailleurs on fera un livre ensemble, toi et moi. Voilà, comme des grands écrivains. Mais ceci étant, je souhaite quand même continuer, et je souhaite que mes concitoyens me donnent la possibilité de continuer, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Je ne voudrais pas que ce travail soit interrompu. Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon 2e mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, ce n'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez, la France, les mandats étaient illimités jusqu'en 2002. C'était des septennats illimités. Ce n'est qu'en 2002 que la France a limité les mandats à 5 ans, 2 fois. Mais aux États-Unis, Roosevelt a fait combien d'années? Et ainsi de suite. Ce sont des pays qui étaient en construction. Nos pays, je ne dis pas que je suis d'accord avec tous ceux qui veulent rester 15, 20, 25 ans, c'est pas le... Mais je veux dire qu'il ne faut pas tout simplement stigmatiser les Africains sur ces questions de limitation de mandat. Il y a des pays où c'est une bonne chose,
Il y a des pays où l'alternance permet d'avoir du sang neuf, mais il y a des pays également où, s'il y a un très bon leader, je ne voudrais pas citer, mais j'ai quelques pays en tête, je pense que c'est dans l'intérêt de ces pays de continuer avec ces présidents pour encore 5 ou 10 ans si ces pays le souhaitent. Mais il faut que les élections soient totalement transparentes, vous voyez. Et qu'elles soient transparentes et que le résultat de l'élection soit la réalité de ce que le peuple de ce pays souhaite. Parce que la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté populaire. Alors si les peuples considèrent, nous avons voulu Houphouët-Boigny pendant combien de mandats? Pendant 4-5 mandats. Parce que c'était très bon pour la Côte d'Ivoire. Il nous a amené la paix, la prospérité, la fierté, la dignité, le rayonnement. Est-ce que si on nous avait dit de le limiter à 2 mandats, moi j'aurais dit non. Voyez. Donc nous sommes très fiers de notre héritage, mais je pense que nous sommes maintenant dans une mode et dans un système, mais je n'aime pas les donneurs de leçons. Cela veut dire, Monsieur le Président, que vous comprenez, voire que vous soutenez certains de vos homologues qui briquent un 3e mandat? Moi, je suis pour le principe de 2 mandats. Je crois que 2 mandats de 5 ans ou de 7 ans, ça suffit largement. Dernière question, Monsieur le Président. Quelle Côte d'Ivoire aimeriez-vous laisser aux générations futures? Mais je vous remercie. Vous savez, nous essayons de construire aujourd'hui un pays en paix. Je crois que la paix est revenue. Je veux continuer de renforcer la sécurité pour les Ivoiriens. Je crois que c'est important. Je veux être conforme à mon engagement d'améliorer le bien-être de nos concitoyens, même les plus défavorisés. Nous sommes en train de le faire. Je veux faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit respectée, que les Ivoiriens soient fiers de notre nation. Et je crois que tout ça est en train de se dérouler. Mais cela n'est possible que si nous avons un pays démocratique, un état de droit, et que nous sommes rassemblés. Voyez, que nous avons la même vision de l'avenir pour notre belle nation. Et c'est pour cela que le rassemblement des Ivoiriens est essentiel, élection ou pas. Mais nous devons avoir cette volonté de mériter d'être Ivoirien, si je puis m'exprimer ainsi. Kennedy le disait, ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais chacun de nous doit dire ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire. Alors, et cela m'amène à parler de civisme. Vous savez, je veux que l'Ivoirien soit un Ivoirien nouveau, vous voyez, un Ivoirien qui est mieux dans sa peau, qui est dans de meilleures conditions matérielles, mais également qui retrouve l'ouverture que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens avaient auparavant, avant cette crise. Ça, c'est très important parce qu'il y a eu une division quelque part, il y a eu de l'intoxication, il y a eu des mensonges. Il faut sortir de là. Il faut renforcer ce civisme, cet amour pour la nation, pour la patrie. Il faut que ça revienne. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je vois que mes petits-enfants sont fiers d'être Ivoiriens. Et ça, c'est essentiel pour moi. Même s'ils ont vécu à l'extérieur, mais ils sont fiers d'être Ivoiriens. Ça, c'est la première chose. Et pour obtenir cela, vous voyez, les hommes politiques que nous sommes doivent faire preuve de responsabilité. La politique, ce n'est pas toi que je m'y mette, ce n'est pas ça. La politique, c'est servir son peuple. La politique, c'est être au service de son peuple. La politique, c'est avoir une vision pour son pays. La politique, c'est de constater chaque jour que l'on avance, que le pays est en progrès. Et donc voilà, j'ai une ambition très forte pour mon pays. J'ai voulu être président de la République. Je remercie mes concitoyens de m'avoir élu. Et je souhaite continuer parce que je pense que nous pouvons faire encore mieux. Et que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver sa place, la place qui est la nôtre, que nous avions perdue. Et que nous sommes en train également d'avancer vers le rassemblement, vers la démocratie, dans un climat de paix et de progrès.
Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous d'avoir suivi cette interview depuis le palais présidentiel. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTI.